Le grand pont en fer du Métropolitain se trouvait à une quinzaine de mètres devant la fenêtre ouverte. Le capitaine Silver et Maxence R. Glooming regardaient la ville et ses lumières par-dessus et par-dessous le pont. La nuit était douce, ils étaient plutôt contents. Une sirène de voiture hurlait dans la nuit, mais eux s'en foutaient. Un pouce-pouce tiré par un Chinois à grand chapeau passa dans la rue vide. La roue gauche du chariot faisait un quick-quick, tout à fait poétique. L'ennemi avait filé. C'était la nuit de dimanche à lundi, le métro de 4h37 venait de passer sous leurs fenêtres. Et le canon avait fait mouche. Ils respirèrent profondément de ce bon air de la ville, puis retournèrent se coucher. Chou et Néon de Jonathan Bay, c'est plutôt un roman noir humoristique, burlesque, complètement décalé, avec des personnages déjantés qu'on vient de découvrir dans cette petite scène d'introduction que j'aime beaucoup, à la fois parce que ça permet de se rendre compte de l'écriture de l'auteur, et puis qu'on perçoit quand même en arrière-plan qu'il va y avoir des petites choses un peu décalées. Il y a ce métro qui passe et il y a le coup de canon. Qu'est-ce que c'est qu'un canon en pleine ville face à un métro? C'est un peu improbable, mais le coup de canon, c'est un chou que le capitaine Silver, qui se prend pour un pirate, balance sur le métro qui passe, parce qu'un métro qui passe sous vos fenêtres à 4h37, ça fait pas vraiment plaisir. On est avec une équipe de gangsters, de truands, un peu bracassés, qui vivent dans cet appartement, et on va découvrir leur vie, la famille, et toutes leurs péripéties, avec un langage vraiment très vivant, très dynamique, décalé aussi comme les personnages. Et en fait, dans un très très court roman, l'auteur nous embarque pour une aventure qui est divertissante. Voilà, c'est ce qui fait du bien aussi. On n'a pas toujours envie d'être plombé par un roman noir social, politique. Et là, il y a de la légèreté. C'est quelque chose qu'on oublie, ça, que le roman noir, il peut être burlesque. Et c'est même souvent le cas. On rigole de temps en temps ? Ah, on rigole beaucoup, alors. On ne rigole pas tous des mêmes choses. Moi, j'ai rigolé. Il y a vraiment ces moments où on peut même éclater de rire. Mais là, c'est au lecteur de voir si ça va fonctionner. Et une dernière petite chose qu'il faut préciser, c'est qu'on est aux États-Unis. C'est à la façon un peu d'un hommage au roman noir américain, mais c'est un auteur français, Jonathan Bay. Stéphane Pajot avec Meurtre en Bretagne, sous-titré « Les disparus ne le sont jamais vraiment », édité chez La Geste dans la collection Le Geste Noir. On a là un roman qui se passe, comme son nom l'indique, en Bretagne. C'est un petit peu dans la lignée du polar régional alors. On est effectivement dans un roman policier qui est ancré dans une région, mais pas plus que le roman américain quand il nous parle, je sais pas moi, de Los Angeles. Il est aussi ancré dans une région. Là, on est aussi dans une région. Et cette région, ça va être Nantes et les alentours de Nantes. Quand on habite à Nantes depuis assez longtemps, on va vraiment être dans une paire de chaussons. On va reconnaître les rues, on va reconnaître les endroits, mais on va aussi découvrir des choses, et notamment autour du monde du vélo. En Bretagne, il y a eu des stars du vélo, il y a eu des vélodromes hallucinants. Enfin, vous verrez ça en lisant le livre. Il ne faut pas trop en dévoiler parce qu'on est vraiment dans un livre à mystère. Ce bouquin-là est un hommage à, je serais tenté de dire, Edgar Allan Poe. Et j'en dis pas plus parce que là, j'en ai peut-être déjà trop dit. Les connaisseuses et les connaisseurs d'Edgar Allan Poe vont avoir donc quelques indices. Meurtre en Bretagne, vous allez visiter Nantes, vous allez visiter tout ce qu'il y a autour. C'est comme ouvrir un paquet de gâteaux. On ouvre le paquet de gâteaux régionaux. On ne va pas faire publicité, on ne va pas citer. Il y a plusieurs gâteaux qui se produisent dans la région. Avec un verre de chouchen, par exemple, et de la musique. Là, c'est un avantage qu'on a à l'heure actuelle avec Internet. Vous allez pouvoir écouter la musique qu'il y a dans le livre sans courir chez le disquaire. Gâteaux, chouchen, musique et les paysages de Bretagne autour de vous. Ça va être parfait pour déguster Meurtre en Bretagne. On va partir pour un scénario catastrophe à la façon d'un film hollywoodien, celui qu'on regarde un peu accroché dans son fauteuil en mangeant du popcorn. C'est ce qui va se passer ici parce qu'on commence dans une station météo à Saint-Nazaire, plus exactement à Montoire de Bretagne, sur la côte atlantique. Et là, les météorologues se rendent compte qu'une grosse dépression arrive sur la côte et que ça va créer, avec un phénomène de marée, la montée des eaux, un peu comme on l'a malheureusement connu dans la région il y a quelques années avec une grosse tempête. Et la fameuse tempête Xynthia. Là, c'est un peu pareil. L'eau va monter, va petit à petit envahir l'estuaire de la Loire et on va avoir ce scénario
catastrophe de la montée des eaux, de l'inondation à Nantes. Alors à une époque, ça paraissait assez improbable, mais avec les circonstances qu'on connaît tous, l'environnement qui se dégrade, les catastrophes climatiques, c'est quelque chose qui devient de plus en plus probable. Et donc de ce scénario post-apocalyptique, on arrive vers une réalité qui pourrait être tout à fait crédible. Et alors, scénario catastrophe, vraiment catastrophe, parce que ça va se doubler d'un virus. Cet auteur, La Cause, c'est pas un spécialiste des catastrophes, parce qu'il en a fait d'autres avant, non? Oui, c'est une trilogie. En fait, il y a eu Bleu et il y a eu Noir. Il a parlé des incendies, des coupures d'électricité, donc il aborde vraiment les questions climatiques et l'environnement actuel. Donc c'est totalement son sujet, il se sent concerné par la planète sur laquelle on vit tous et le monde à la façon dont il évolue. Avec Bleu de Cause, on est aussi dans une enquête policière, puisqu'on a une cellule parisienne appelée Nouvelle Menace, qui arrive à Nantes, plutôt pour retrouver un collègue à eux qui est hospitalisé en dépression, mais ils vont se retrouver au milieu de cette enquête autour des virus et des morts étranges qui arrivent à Nantes. Et ils vont collaborer avec un autre policier, le lieutenant Le Troadec, qui travaille au commissariat Waldeck-Rousseau. Donc on a plein d'éléments comme ça qui vont dire quelque chose aux Nantais. On voit le cours des 50 otages sous les eaux. On découvre que nos réserves d'eau potable ne sont pas de très longue durée et qu'il y a un transformateur électrique au pied du pont de Cheviré et qu'en cas d'inondation, on est un petit peu mal parti. Voilà, donc il y a plein d'éléments comme ça qui vont se chevaucher pour faire un pur thriller. Et voici le prix Quai des Orfèvres de 2023 avec Jean-François Pasque, fils de personne. Jean-François Pasque est policier. Le prix du Quai des Orfèvres récompense très très souvent un roman écrit par des policiers ou des gens qui tournent autour de l'institution policière, vu qu'il y a toute une partie procédurale. Et là, on va vraiment suivre une enquête telle qu'elle se passe. Et Jean-François Pasque le fait très très bien. Il le fait lentement, parce qu'une enquête, en vérité, c'est lent. On est habitué, nous, avec les thrillers et compagnie, à des rebondissements, des courses-poursuites, du meurtre, du sang partout. Bon, je ne vous cache pas, du sang, il va y en avoir un petit peu, puisqu'on va commencer par une scène de crime avec quelqu'un qui a l'arrière du crâne un petit peu abîmé. Mais cette scène de crime, Jean-François Pasque va vraiment prendre son temps pour la décrire. Vous serez à la page 80, vous êtes encore devant la scène de crime. Il va y aller par petites touches, de manière très minutieuse et surtout extrêmement psychologique. Vous allez vraiment rentrer à la fois dans la vie des gens qui sont concernés par l'enquête et vous allez aussi entrer dans la tête de ce policier qui va mener son enquête et de son équipe et voir un petit peu, je dirais, l'envers de la médaille, mais l'envers de la médaille avec un côté plus Simenon. Quand Simenon va visiter le 36 Quai des Orfèvres, la police lui dit « Écoutez, vos romans ne sont pas réalistes. » Et lui, il fait « Bah oui, là, je me rends compte, je visite le Quai des Orfèvres, je vois que c'est pas du tout réaliste ce que je fais. » Il lui dit « Écoutez, Simenon, c'est pas grave, continuez comme ça, nous, on a besoin de s'évader. » Là, Jean-François Pasque, par contre, il va faire un roman réaliste. Un roman qui va montrer comment se passe l'enquête. Je suis pas sûr que les policiers vont apprécier ce roman, du coup. Et c'est pas un premier livre, c'est vraiment quelqu'un qui écrit depuis quelques années. Exactement, c'est pas son premier livre, son écriture s'affine en plus de livre en livre. Vous avez une galerie de personnages et à chaque fois vous allez vraiment aller au fond de ces personnages-là et tenter de comprendre la façon dont ils pensent, la façon dont ils agissent et donc du coup, pourquoi le crime ? Le mur grec de Nicolas Verdon est un polar politique qui va nous faire découvrir plusieurs aspects du monde d'aujourd'hui. D'abord, un aspect lié à l'Europe et à la politique migratoire européenne avec la présence de l'agence Frontex qui est au cœur de cette histoire. Et puis, il y a aussi la Grèce telle qu'elle est aujourd'hui, passée par plusieurs crises et dans quel état ces crises l'ont laissé et comment est-ce qu'on va découvrir cet épisode. Eh bien, c'est grâce à un policier, l'agent Evangelos, qui est pas loin de la retraite. Et là, il se retrouve avec une dernière enquête alors que sa fille est en train d'accoucher à l'hôpital. On l'appelle parce qu'il y a une tête retrouvée au bord du fleuve Evros. Et c'est
une tête sans corps. Alors c'est un peu une situation de départ originale. Il va falloir retrouver l'identité de ce pauvre cadavre qui est là à un endroit où passent énormément de migrants dans des conditions dramatiques. Donc il va falloir comprendre ce qui s'est passé parce que bien sûr ça fait résonance avec les questions européennes. Il y a eu un scandale avec Frontex là, cet été. Oui, c'est un sujet vraiment brûlant et qui revient régulièrement malheureusement. Il y a eu des articles du journal Le Monde consacrés à l'agence Frontex et à cette situation au bord du fleuve Evros. On est à la frontière entre la Turquie et la Grèce, donc il y a vraiment un abord social qui est pertinent puisque Nicolas Verdun est journaliste, donc il a puisé dans une matière tout à fait concrète, mais pour en faire du romanesque. Parce que bien sûr, c'est l'agent Evangelos qui va donner la chair à cette histoire. C'est un personnage dans la lignée des héros du roman noir, mais avec ses petites particularités à lui aussi. Et il y a l'écriture aussi de Nicolas Verdun qui porte tout ça et qui donne une grande poésie, j'irais presque jusqu'à dire, à tout ça. Et sa principale particularité, là, cet agent Evangelos, c'est qu'il va revenir dans d'autres aventures. La prochaine se prépare, et la prochaine aventure, il est à la retraite. Là, on a dit, proche de la retraite, la prochaine, il est à la retraite, mais il va quand même continuer à enquêter. C'est ce qu'on appelle les personnages récurrents qu'on va avoir plaisir à suivre de roman en roman pour voir comment ils évoluent et découvrir leur vie et à la fois leur passé aussi, parce que c'est plutôt un vieux monsieur, presque un vieux monsieur, et on va découvrir quelle a été son histoire et sa jeunesse sous les colonels en Grèce.